Que dire et que comprendre de l'intelligence artificielle? Ah ben oui, on en parle dans cette émission. Entretien, la République démocratique du Congo est-elle prête à se jeter à l'eau? Ce sont des questions qui se posent. Nous avons le plaisir, mesdames et messieurs, de recevoir pour vous un formateur. Il s'appelle Félix Malou. Avec lui, nous allons aborder toutes ces questions, notamment des questions que vous vous posez autour de l'IA, l'intelligence artificielle. Monsieur Félix Malou, bienvenue. Merci, bonjour. Alors, beaucoup qui suivent cette émission ne savent pas exactement qui vous êtes. Je l'ai dit en passant, vous êtes formateur. On aimerait quand même avoir deux grandes lignes sur vous. Oui. Qui êtes-vous exactement? Voilà. Donc, je suis formateur en intelligence artificielle générative et prompt engineering. À la base, j'ai une formation, on va dire, de formateur en transformation digitale, c'est-à-dire tout ce qui concerne les nouvelles technologies. C'est-à-dire que j'enseigne en entreprise essentiellement à l'époque les employés de l'entreprise à adopter des nouvelles technologies. Donc, tout ce qui est information et technologie, c'était un peu c'est mon background, en fait. Et donc, ici, je suis expert en prompt engineering. C'est la capacité ou la compétence à s'adresser aux intelligences artificielles pour pouvoir tirer d'elles les meilleurs éléments qu'elle peut donner, les meilleurs résultats possibles. Alors, on doit quand même dire qu'il y a une sorte de confusion qui sévit lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle et la maîtrise de la digitalisation et de la numérisation. On a l'occasion de vous avoir, ressortir ces parallélismes. C'est quoi l'intelligence artificielle comparativement à la digitalisation et la numérisation? Alors, d'abord, l'intelligence artificielle, c'est un domaine général qui prend beaucoup de sous-domaines. Alors, on en parle depuis, en réalité, le terme existe depuis les années 50. Même dans la science-fiction, on en a beaucoup parlé. Elle n'a pas énormément fait parler d'elle en termes d'applications pratiques dans la vie parce que la puissance des ordinateurs, depuis les années 50 jusqu'à la fin des années 2010, n'y était pas, ce qui fait qu'il n'était pas possible de l'exploiter à son plein potentiel, même si les idées étaient là derrière. Mais donc, avec les nouvelles puissances de calcul que la civilisation humaine a, on peut maintenant utiliser l'intelligence artificielle pleinement. Alors, il y a plusieurs secteurs d'intelligence artificielle. Il y a la robotique, il y a son implémentation, par exemple, dans les GPS ou bien d'un point de vue médical pour analyser les imageries médicales. Tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Maintenant, celle dans laquelle moi je me spécialise et qui fait beaucoup parler d'elle pour l'instant, c'est l'intelligence artificielle générative, qui est une sous-branche de l'intelligence artificielle et qui, elle, consiste à pouvoir s'adresser comme à un être. Je ne ressens toujours pas la différence qu'il y a entre la digitalisation, justement, comme je l'ai dit, ma question, je reste sur ma soif, bien sûr, et la numérisation comparativement à cette intelligence artificielle. Parce qu'avec la digitalisation, on peut également s'adresser, on peut parler. Dans la numérisation également, on est en contact, on peut échanger. Est-ce que c'est du blanc, bonnet blanc, ou il y a quand même une différence à ressortir? Oui, la digitalisation et la numérisation amènent à pouvoir utiliser les capacités d'intelligence artificielle. Donc, il n'y a pas l'un sans l'autre. Et ce ne sont pas effectivement des termes interchangeables. Il y a un aspect qui est le fait de pouvoir avoir des ordinateurs, pour parler simplement en termes basiques, et avec ces ordinateurs, pouvoir y intégrer une intelligence artificielle qui, elle, va nous rendre service. La question qui vient aussitôt dans ma tête, qu'est-ce qui a été à la base, qu'est-ce qui a motivé la mise en place de cette intelligence artificielle selon les études? Le besoin qu'a l'humain de se simplifier la vie. De tous les domaines, en termes d'industrie, en termes sociologiques ou économiques, peu importe en fait finalement le domaine, soit même d'un point de vue médical, l'humain tend toujours vers la simplification. C'est-à-dire, qu'est-ce qui lui permet d'atteindre les mêmes résultats en donnant le moins d'efforts possible ou en étant aidé. C'est le principe de la poulie ou du levier d'ailleurs. Si on va super loin, plutôt que moi de devoir prendre des rochers ou des briques et les amener au sommet de la montagne, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser un poulie ou une charrue pour y placer les objets et les faire monter. Donc, c'est le même principe. On trouve les moyens de se simplifier la tâche. Donc, plutôt que moi-même, je doive rédiger ou réfléchir à une problématique qui alourdit mon travail, je vais utiliser quelqu'un d'autre, un employé ou une intelligence artificielle qui va faire cet aspect-là de mon travail à ma place. Et que diriez-vous à ceux-là qui pensent que l'intelligence artificielle, c'est faire des choses avec de moins en moins
l'humain en présentiel. Oui, c'est une réalité, mais ce n'est voir que les choses qu'à moitié. On pense comme ça. Ce serait un peu l'équivalent de dire la machine à écrire prend la place de l'humain. Or, ce qu'elle a fait uniquement, c'est en termes d'outils, c'est simplifier l'impression de documents. C'est la même chose pour l'intelligence artificielle, sauf que ici, on rajoute la dimension cognitive qui est la pensée, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de faire semblant, je dis bien faire semblant parce qu'on dit qu'elle est artificielle parce qu'elle n'est pas réellement une intelligence, mais elle fait semblant de produire des résultats comme un autre être humain. Et c'est ça, en fait, qui nous facilite la vie. Mais elle n'est pas différente d'une machine à écrire, même si c'est de manière un peu plus élaborée. Alors, on vous a présenté comme formateur, c'est-à-dire que vous dispensez ces formations ci et là. Parlant de la République démocratique du Congo, quelle carte, quelle image, quel tableau pouvez-vous nous présenter face à cette technologie? La RDC est très avancée, elle est en retard, elle suit le pas, puisque vous êtes en contact avec... Oui, mais en fait, même si on pourrait globalement juger la RDC en disant oui, elle est en retard d'un point de vue technologique, numérique ou d'autres choses, mais elle n'est pas la seule. En tout cas, en ce qui concerne ce domaine, particulièrement ici sur l'intelligence artificielle, même la France, même certaines puissances occidentales accusent un retard en termes de développement ou en termes d'implémentation de ce genre de technologie. Par contre, des sociétés comme les Américains ou les Chinois, eux, surtout les Chinois, sont beaucoup plus en avant parce qu'ils se sont beaucoup plus investis en termes financiers sur le développement de ces technologies, mais également leur utilisation. Donc oui, on peut bien dire que la République démocratique accuse un retard, mais ce n'est pas parce que c'est la République démocratique du Congo, c'est simplement parce qu'il n'y a pas encore une prise de conscience des enjeux et de l'atout de ce genre de technologie. Et maintenant, en plus de la prise de conscience, il faut mettre les moyens pour numériser nos populations, nos enseignants, nos élèves, entre autres, et ensuite leur apprendre à augmenter ou améliorer leur travail grâce à ces nouvelles technologies. Alors, je vais rebondir, vous venez de le dire, numériser nos enseignants, nos élèves, c'est une chose. Récemment, vous avez organisé une formation des enseignants, nous avons suivi. J'aimerais d'abord qu'on suive ces reportages, on va revenir avec la question. On va prendre le reportage et on se retrouve après. Dans cette salle, ces enseignants sont sensibilisés sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans leur profession pour faire face à la digitalisation et au numérique devenu indispensable dans tout le domaine de la vie. Nous voulons emmener le partenaire à exprimer le plein potentiel à travers l'utilisation des outils technologiques et nous poursuivons aussi un certain équilibre de vie. Et comme vous le savez, nos enseignants aujourd'hui, c'est vraiment parmi une catégorie de personnes qui sont submergées souvent par le... Félix Malou, formateur et invité de la structure Improve RDC, démontre l'intérêt de l'utilisation de l'intelligence artificielle par les enseignants à l'heure du numérique. Ce n'est plus une option, ça devient presque une obligation de maîtriser l'intelligence artificielle générative, parce que tous les métiers gagnent à son implémentation. Et aujourd'hui, on peut clairement dire que si vous n'utilisez pas l'IA, vous êtes d'office en retard par rapport à ceux qui l'utilisent, parce que ceux qui l'utilisent ont par défaut un avantage, une connaissance supplémentaire ou une manière de pouvoir procéder qui est plus rapide, plus efficace, plus productive que vous qui ne l'utilisez pas. L'intelligence artificielle, certes, mais avec une particularité, le chat GPT, pour une bonne préparation et à temps réel de leur programme d'enseignement. C'est à deux niveaux pour les enseignants, parce qu'il y a d'abord l'utilisation qui fait que leur travail est amélioré, il est accéléré, et puis même il est plus affiné. Mais il y a aussi le fait que la plupart des étudiants ou des élèves sont au courant de l'IA et l'utilisent. Et ça, si l'enseignant, lui, ne se forme pas à sa connaissance, son utilisation, il est perdant. Ceci est plus qu'une nécessité de Claire, cet enseignant participant à la formation qui avoue avoir été édifié comme jamais auparavant. Aujourd'hui, nous savons que sans l'intelligence artificielle, on est vraiment en retard et peut-être on pourrait être considéré comme étant un analphabète. Dans le monde actuel des nouvelles technologies de la communication, de l'information et de la communication. C'est en fait la motivation qui m'a poussé particulièrement à suivre cette formation. Cette initiative doit être soutenue par le ministère des tutelles et s'étendre pour le bénéfice de l'enseignant, déclare un des responsables de la structure Yekola. Et nous avons compris que l'enseignant
en utilisant cet outil d'intelligence artificielle ou encore les outils d'intelligence artificielle, ça leur permettra de devenir des enseignants médiateurs qui peuvent guider les élèves et mieux les discipliner dans l'usage professionnel de l'intelligence artificielle. Pour la prochaine édition, Félix Malou s'attend à plus d'implication des enseignants à cette formation, surtout les femmes enseignantes, qui sont encore moins nombreuses selon les statistiques. Voilà, nous venons de suivre ce reportage qui décrit un tout petit peu l'activité qui a eu lieu. Et moi, ma question est simple. Est-ce nécessaire en ce moment-ci pour la RDC, principalement pour le secteur de l'éducation, je vais même plus loin, est-ce nécessaire pour les enseignants de la République démocratique du Congo l'utilisation de l'IA? Alors, ça reste une nécessité, mais ce n'est pas la première étape. La première étape pour nos enseignants, c'est d'abord d'avoir les moyens de... Le numérique, le digital pose encore problème en RDC. L'intelligence artificielle, en ce moment, c'est prématuré. C'est prématuré. Puisque dans le secteur de l'éducation, principalement le sous-secteur de l'éducation nationale, il y a encore ces déficits très remarqués. Les enseignants n'ont pas le contact facile avec les machines, les outils informatiques. Comment déjà parler intelligence artificielle du moment où les prérequis, les bases ne sont pas encore jetées? Non, c'est sûr qu'on ne peut pas aller parler à quelqu'un qui n'a pas d'ordinateur d'intelligence artificielle, ça n'a aucun sens. Il faut commencer par lui donner les moyens, entre autres en termes de formation, mais également en termes de matériel, de pouvoir se digitaliser, se numériser. Donc ça doit faire partie des objectifs, ou en tout cas des réalisations que le ministère de l'Éducation et que le gouvernement congolais doit mettre en place, parce que un chemin par lequel on doit passer, parce que si on se base sur, ou disons plutôt que si on fait comme eux ont fait avant, on sera aujourd'hui au niveau auquel ils étaient avant et pas au niveau auquel ils sont aujourd'hui. Et j'aimerais personnellement que le Congo ne soit pas que des suiveurs. C'est-à-dire on suit ce que font les autres. Non, on doit être des innovateurs. Et pour ça, on doit notamment intégrer l'intelligence artificielle parce qu'elle décuple nos capacités. Quel type d'intelligence artificielle pour les enseignants? La générative. Donc celle que j'expliquais tout à l'heure, parce que comme je l'ai dit... Elle consiste à quoi? C'est une intelligence ou un système d'algorithmes, on va parler de ça comme ça d'un point de vue informatique, qui prédit les mots qui vont être sortis sur base de connaissances que cette intelligence a acquises. Donc pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est générative? C'est parce qu'elle génère de l'information, une nouvelle information. Donc elle ne traite pas que ce qu'on lui a donné, non, elle donne une nouvelle génération, enfin une nouvelle information. Par exemple, typiquement, demandez-lui d'écrire une lettre pour vous, vous indiquez clairement à qui vous voulez écrire la lettre, ce que vous voulez dire dedans, elle va vous faire une très belle lettre, peut-être mieux que ce que vous auriez pu rédiger vous-même. Est-ce que ceci ne va pas fainéanter les enseignants qui resteront dans leur zone de confort, à leur aise, sans pour autant se remettre à niveau, se documenter, ça sera beaucoup plus, je parle et puis il y a une réponse et fini. Mais déjà, la mise en niveau devrait être un prérequis de base pour tout enseignant, pour tout professionnel, de toute manière. Qu'on soit médecin, qu'on soit comptable, ou juriste, ou enseignant, on doit se mettre à niveau de toute façon. Donc on doit avoir une posture professionnelle qui est de constamment chercher de nouvelles informations. Et quand on a cette posture professionnelle, d'office, lorsque un individu X ou une intelligence Y qu'on qualifierait d'artificielle viendrait avec une information, notre professionnalisme nous pousserait à la vérifier. D'ailleurs, dans le monde des médias, de la communication, du journalisme, par exemple, c'est une base. On ne peut pas prendre une information pour argent comptant sans l'avoir comparée avec d'autres informations pour vérifier si elle était correcte. Un enseignant, c'est pareil. Il doit d'abord vérifier l'information qu'il reçoit pour se dire « Ok, je valide, je peux effectivement transmettre ça à mes élèves ou à mes étudiants. » Donc, cette posture fait en sorte qu'on ne peut pas être paresseux vis-à-vis de l'intelligence artificielle parce qu'on a un regard critique sur ce qu'elle nous donne. On ne la prend pas pour argent comptant. On ne lui donne pas tout, comme on pourrait dire « Ça y est, c'est Dieu, il me donne tout. » Il y a quand même un œil de vérification après. Il faut, absolument. Il faut toujours avoir un œil de vérification sur les informations qu'on reçoit, que ce soit d'elle ou d'autres. Même si on va sur Google, il ne faut pas croire tout ce qui est marqué sur Google, au niveau des résultats de recherche, par exemple. Il y a quand même des gens qui pensent que l'intelligence artificielle, c'est réservé aux grandes villes et aux écoles modernes. Non. Beaucoup plus. Absolument pas. Même si... On regarde des implications technologiques. Oui, mais... dont elle fait appel. La raison pour laquelle il y a cet a priori, c'est parce que grande ville est synonyme d'accès plus aisé à la technologie, par exemple, ou au numérique.
Si cet élément-là est facilité pour les provinces, cette problématique ne se pose même plus. Et donc non, pour répondre de but en blanc, non, ce genre de technologie n'est pas une technologie que pour les grandes villes, elle est pour tous, même si le prérequis, c'est une numérisation, une digitalisation correcte qui en permettrait l'usage. D'ailleurs, ce n'est pas une technologie qui demande énormément de ressources en termes d'utilisation. Un PC, pour parler des PC de base, qui n'a même pas de grande capacité, qui permet juste, par exemple, de se connecter à Internet ou d'avoir un traitement de texte comme Word, ce PC-là suffit pour utiliser ces intelligences artificielles. Imaginons que le gouvernement de la RDC morde à l'hameçon et que le projet soit attrayant pour l'intérieur du pays. Je parle des provinces, le coin reculé. Par où doit-on commencer? Comment répartissez-vous les différentes étapes? Prenons par exemple à Kananga, à Kabe, à Kamwanga, ou je sais pas moi, Mweka ou Kazumba. Le projet, ben voilà, on aimerait quand même moderniser les choses. Le ministère Moral-Hameçon, je l'ai dit. Oui. Par où commencer? Je préconise toujours... On regarde des difficultés, les réalités du pays, notamment en province. Oui, bien sûr, mais on en revient sur la même problématique, c'est peut-on se permettre d'acquérir des ordinateurs, de former les enseignants à l'usage de ces ordinateurs et dans un environnement, je parle de physique, qui leur permet vraiment de pouvoir pratiquer cela, mais même donner leur enseignement de toute façon, donc dans une école avec un établissement qui est correct. Ça, ce serait déjà la base. Ensuite, moi, comme j'allais le dire, ce que je préconise, c'est toujours d'avancer par projet pilote, donc par petits groupes, par échantillon. Après tout, il n'y a vraiment que comme ça qu'on sait si un projet est valide, c'est qu'on le teste à une petite échelle. Donc, on met tous les moyens pour améliorer cette zone, ce milieu-là rural, et on voit comment ça donne. Comment est-ce qu'ensuite les enseignants se développent, comment est-ce qu'ils s'épanouissent, parce que je pense que l'épanouissement personnel, individuel des enseignants est primordial, parce que sans ça, ils ne peuvent de toute façon pas bien donner cours, ils ne peuvent pas vivre correctement, donc ils doivent se sentir heureux finalement de faire ce qu'ils font, en ayant les moyens et en ayant un assistant qui est l'IA, qui les aide à améliorer ça, ça fera partie de cet aspect. Quelle catégorie d'enseignants pour l'intelligence artificielle? Tous, sans exception, de la maternelle à l'universitaire, à l'académique. Absolument tous. Parce qu'elle a la capacité de pouvoir s'adapter réellement à n'importe quel profil, et professionnel, et psychologique, et niveau d'expérience. Vous parlez beaucoup plus des enseignants. Moi, j'aimerais également élargir un peu notre champ de réflexion en intégrant aussi les élèves, parce que vous en parlez de moins en moins. Est-ce que cette technologie est-elle dangereuse pour les élèves? Alors, elle a un risque. D'ailleurs, ce risque est valide pour tout le monde. Que voulez-vous dire, pas le moindre? Un grand risque? Non, je ne le qualifierais pas de grand. Je le qualifierais honnêtement de modéré, parce que le seul remède qui devrait être appliqué à ce risque-là serait l'éducation. Comment sont éduqués les élèves, les enfants à qui on donne accès à ces technologies? Et ça vient à la fois des parents et des enseignants. C'est conscientiser les élèves au fait que, déjà, si vous utilisez ces technologies de cette façon-ci, c'est considéré comme de la triche, par exemple. Donc, parce que vous parlez des élèves, prenant un cas concret, puisque c'est ça le sujet, c'est que les élèves utilisent ChatGPT pour faciliter la rédaction de leur exposé, dissertation, ou bien pour tricher, pas forcément en classe, mais faire les devoirs beaucoup plus facilement. Et forcément, si un élève utilise la technologie comme ça veut dire qu'il ne réfléchit pas lui-même à la problématique qu'a posée l'enseignant. Donc, ce qui fait que l'enfant ne développe pas ses capacités intellectuelles et cognitives parce qu'il utilise quelqu'un d'autre, qui est ici la machine, pour faire le travail à sa place. Et pour pallier à ça, il faut une conscientisation, mais il faut également un remaniement du système pédagogique en tenant compte de cette réalité. Même l'Occident n'a pas encore pris cette conscience-là, à quelques exceptions près, du fait qu'il faut maintenant éduquer les enfants différemment en sachant qu'ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle derrière. Moi, typiquement, je l'ai fait pendant la formation ici que j'ai donnée aux enseignants. Je leur ai dit, privilégiez l'oral, par exemple. Privilégiez les interactions avec vos élèves pour vérifier s'ils maîtrisent. D'ailleurs, en réalité, d'un point de vue professionnel, on ne peut pas dire qu'on est professionnel quand on ne sait pas expliquer ce qu'on fait ou sa matière oralement en des termes simples.
Et ça, c'est la preuve que quelqu'un maîtrise quelque chose. Pareil pour un enfant ou un élève. Vous voulez savoir s'il est bon dans ce qu'il fait? Posez-lui la question, demandez-lui de lui expliquer, comme si lui-même était professeur. C'est une autre façon de pousser la pédagogie. La gestion, jusque-là, la maîtrise pose encore problème au niveau des élèves. La maîtrise de... La gestion de cette application au niveau des élèves, ça pose encore problème. Vous parlez de ChatGPT, de l'IA. Oui, elle pose aujourd'hui un problème, effectivement, parce que les élèves savent qu'elle existe. Et s'ils ne le savent pas, leurs camarades vont le leur dire très vite. Ils vont leur dire, tu sais, tu peux aller dire ça à l'IA, elle va dire. De toute façon, notre prof il ne sait pas que ça existe, ou il sait que ça existe, mais il ne sait pas exactement ce qu'elle est capable de faire, et il va croire que ce que tu as écrit là, c'est toi. Alors qu'un enseignant qui connaît bien son élève, quand il verra, par exemple, imaginons ses réponses ou ce texte de l'élève, il se dira, mais non, je sais que tel garçon, telle fille, c'est pas comme ça qu'il parle. Il ne s'adresse pas à moi comme ça. Je ne l'ai jamais entendu utiliser ces termes-là. Et il y a plein d'autres critères qui montrent qu'on a utilisé l'IA, d'ailleurs. Ça donne quand même un travail de trop, on doit le reconnaître. Arriver à déceler un comportement autre derrière les réponses données pour savoir qui a triche ou pas, c'est un travail supplémentaire qu'on donne aux formateurs. Oui, mais voilà. Un suivi de plus. Mais voilà pourquoi on dit que l'IA, entre guillemets, elle facilite les choses. Mais oui, mais elle facilite aussi cet aspect-là. Parce qu'il y a une dimension supplémentaire qui s'ajoute. D'ailleurs, on parle d'IA, mais cette problématique existait déjà avec Google. Tous les moteurs de recherche ou Internet, simplement, était déjà un problème d'un point de vue éducatif. Il est tellement plus facile de se fournir n'importe quelle information et de faire croire que c'est moi qui ai rédigé ça, alors que ce n'est pas moi. Mais avant, les enseignants étaient-ils formés à ça? Probablement pas. Or, ici, c'est vraiment ce que moi, personnellement, mais j'encourage le gouvernement à faire, c'est de former les enseignants à utiliser ces nouvelles technologies et à savoir déceler quand quelqu'un d'autre les utilise. C'est une compétence à part entière. D'ailleurs, d'un point de vue du marché de l'emploi, savoir utiliser une IA, savoir comment est-ce qu'elle fonctionne, connaître ses forces et ses faiblesses, parce qu'elle a beaucoup de faiblesses, mais elle a aussi beaucoup de forces, fait partie d'une compétence qui est recherchée maintenant sur le marché de l'emploi, parce que on ne peut plus faire ça, en fait. Est-ce que cette intelligence artificielle est-elle adaptée au système éducatif de chaque pays? Oui, alors comme je l'ai dit, elle s'adapte au profil de l'individu, à son niveau d'expertise, et donc il suffit de lui donner le système éducatif, donc les cours, la manière dont ça a été pensé par l'humain. Voilà, nous, voici notre programme scolaire. Là, je fais comme si je m'adressais à elle. Hein. Voici notre programme scolaire, je te mets dans un fichier Word ou PDF. Maintenant, sur base de ça, génère-moi des cours qui s'adaptent à ça pour des enfants de 12 ans, donc première des humanités par exemple, et je veux que tu te focalises sur tel aspect de la formation, et tu me donnes également des interrogations, des examens qui peuvent aller avec ça, mais tu t'adaptes au niveau de mes élèves. Et elle le fait. Et ça marche. Et ça marche très bien. Ça paraît un peu magique. Oui, hein, ça paraît J'aurais magique, bien voulu voir une démonstration ici sur ce plateau pour que l'on soit quand même dans le bain, voir comment ça marche. Malheureusement, vous n'avez pas votre machine. On pourra le faire à une autre occasion. Prochainement, on pourra vous joindre dans l'un de vos ateliers pour comprendre un peu comment ça se passe. Parlons de faiblesses pour les enseignants de cette intelligence artificielle. Le danger pour les enseignants. Le premier, je l'ai mentionné indirectement tout à l'heure, c'est la factualité des informations. Voilà pourquoi, je l'ai dit, n'importe quel professionnel dans n'importe quel domaine doit avoir le réflexe professionnel de vérifier une information avant de la prendre pour argent comptant et de l'utiliser. Surtout, ça peut être très critique, ça peut être problématique parce qu'on ne veut pas transmettre à nos enfants, à nos élèves, de fausses informations ou des choses qui ne sont pas factuelles. Et l'intelligence artificielle générative a ce défaut-là, c'est qu'elle est capable de dire des choses qui ne sont pas vraies. D'ailleurs, d'un point de vue légal, hein, donc toutes les sociétés qui sont derrière ont mis un avertissement lorsqu'on les utilise. C'est une petite mention en bas qui dit toujours « Vérifiez toujours l'information qu'elle vous donne ». Parce qu'on sait très bien... C'est quand même une machine. C'est une machine, elle est imparfaite, mais elle semble être parfaite. C'est ça son risque, c'est que la manière dont elle s'exprime... Elle est un peu trompeuse. Oui, elle est trompeuse. Alors, elle ne sait pas qu'elle est trompeuse, mais son éloquence donne l'impression que ce qu'elle dit
C'est vrai. Et certaines personnes ont plutôt un regard un peu indifférent lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle. C'est beaucoup plus réservé aux options de sciences et de technologies. Ceux qui sont dans les lettres, dans la pédagogie et tout, c'est pas leur affaire. Alors ben justement, c'est paradoxal, parce que vous avez raison que c'est la perception, mais le paradoxe est que les études qui ont été menées lorsque ces intelligences artificielles ont émergé ont révélé qu'en réalité, les profils les mieux adaptés pour l'utiliser sont les profils littéraires, c'est-à-dire les personnes qui savent s'exprimer, les personnes qui ont maîtrisé le langage, tout ce qui est sémantique, la manière de communiquer. Parce qu'en fait, ces intelligences artificielles, elles gagnent à ce qu'on leur parle de manière très structurée, avec un langage, pas un langage châtié, mais un langage correct, où on exprime clairement ses intentions, et on a une certaine discipline lorsqu'on parle. Elles sont idéales pour ça, donc elles réagissent très bien à ça. Et elles n'ont pas effectivement ce profil purement scientifique, mathématique et tout ça, même si elles en ont largement les capacités, mais elles s'adaptent vraiment à tout type d'individus, quoi. Alors, avant de finir cette émission, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu, puisque vous parlez de ce côté un peu semblant de l'intelligence artificielle. Parmi les questions qui reviennent sur les lèvres de ceux qui nous suivent, c'est vrai qu'on a la technologie, c'est vrai qu'on a ses besoins, et je l'ai même entendu sortir de votre phrase, de 2 ou 3 de vos mots. Vous parlez de la nécessité qu'il y a d'utiliser l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce qui fait à ce que toutes ces réformes qui nous arrivent au ministère de l'Éducation nationale, pour parler de celui-ci, on ne met pas un accent sur l'intelligence artificielle? Or, c'est une nécessité, et en plus, les réformes visent la qualité de l'éducation. Mais comment ces réformes qui visent cette qualité ne mettent pas du tout un accent sur l'utilisation de l'IA? J'aime beaucoup votre question parce qu'elle me permet justement de mettre l'accent sur le problème qu'a aussi l'Occident à ce niveau-là. C'est la prise de conscience. La raison pour laquelle, quoique maintenant ils le font plus qu'avant, qu'il y a 2 ans, ils parlent beaucoup plus d'intelligence artificielle, mais ils n'en sont pas suffisamment conscients au point où ils perçoivent les avantages, les atouts qu'elle a. Et c'est absolument ça qui nous manque ici. C'est que oui, on parle de numérisation, de digitalisation, même si Madame la ministre parle aussi, je pense, de temps en temps de l'intelligence artificielle parce qu'elle en a pris conscience, mais c'est ça qui nous manque, c'est se rendre compte de qu'est-ce qu'elle est réellement capable de faire. Vous venez de me le dire vous-même, vous auriez bien aimé le voir factuellement, donc peut-être à l'occasion nous le referons, et vous verrez lorsqu'elle est en application, vous direz ah oui, je comprends maintenant pourquoi est-ce elle suscite autant d'intérêt, parce qu'elle peut effectivement faciliter mon travail comme ça n'a jamais été le cas, et même l'améliorer ou améliorer mes compétences. Parce qu'il n'y a pas que son utilisation en fait qui facilite votre travail, c'est qu'il y a un aspect pédagogique derrière. Plus vous l'utilisez pour mieux faire votre travail, plus la manière dont elle vous répond vous permet donc de vous spécialiser encore plus dans votre travail. Donc elle vous apprend en quelque sorte par rétro-feedback, par retour, elle vous remet en question sur vos propres compétences et elle permet comme ça de les améliorer. Et ces rétro-feedback peut être considéré comme une remise à niveau? Oui, de manière tacite? Absolument. Une remise à niveau, oui, c'est ça, une remise à niveau, une augmentation en tout cas de son niveau, passer à un niveau supérieur grâce à la technologie. Les évaluations font état de quoi exactement? L'utilisation de l'intelligence artificielle ont pu capaciter le niveau plus, le niveau de ceux-là, les utilisateurs? Oui, alors les études ont montré que ceux qui sont extrêmement bons dans leur domaine gagnent modérément à son utilisation en termes d'augmentation de leurs compétences, parce qu'ils sont déjà extrêmement professionnels. Ceux en fait qui gagnent le plus à son utilisation, d'un point de vue pédagogique, sont tous ceux qui sont au niveau moyen ou inférieur, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les compétences, parce que elle a suffisamment de connaissances pour vous faire un retour sur ce que vous êtes et ce que vous donnez, pour vous permettre de monter de niveau. Ça, c'est son aspect pédagogique. Mais pour tous ces niveaux, que ce soit le supérieur, milieu ou inférieur, elle a au moins cette capacité d'aider au travail. Alors, nous avons peut-être la chance de vous avoir, puisque on doit le dire clairement, vous n'êtes pas nombreux
ceux-là qui forment et qui maîtrisent cette technologie, l'IA. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, si la RDC se porte favorable à cette technologie, il y a l'expertise qu'il faut pour assurer et couvrir le besoin? Oui, absolument. Maintenant, en fait... Sans prêcher pour votre propre chapelle. Non, oui, bien sûr. Mais en réalité, ce que je suis, c'est un pédagogue. Je suis un enseignant, au final. J'ai juste une expertise supplémentaire qui est la maîtrise de cet outil que je connais, je ne vais pas dire totalement à 100%, mais que j'estime connaître très bien, mais c'est un sujet très vaste. Et c'est cette expertise qui me permet de me dire, OK, je sais que je peux l'enseigner et que la manière dont je vais l'enseigner va apporter quelque chose à l'autre. Mais le Congo peut... Le besoin est fort. Le besoin commence à se faire sentir. Et ici, on ne parlerait pas du jeu face aux besoins. On parlerait du nous. Est-ce que vous êtes suffisamment nombreux, non, vous, utilisateurs de cette technologie, formateurs? Nous formateurs, oui. Non, nous ne sommes clairement pas suffisamment nombreux. Et donc c'est un problème. Oui, mais à tout problème, il y a toujours une solution. Ouais. Donc je préfère voir la solution? Je préfère voir les choses sous le sens de la solution. La solution, c'est la formation, ouais. De toute manière. La formation de formateurs. La formation de formateurs, absolument. Mais aussi l'auto-formation. C'est-à-dire avoir la capacité de se poser des bonnes questions sur soi-même et se dire, OK, je me remets à niveau, je me plonge dans un sujet et j'en deviens aussi un expert. Mais effectivement, on devrait créer éventuellement, si possible, des académies de formateurs dans ce genre de technologie, parce que ça permettrait d'accélérer son adoption et son utilisation et sa maîtrise, parce qu'il faut maîtriser la technologie. Il ne faut surtout pas l'utiliser sans savoir l'utiliser. Il faut un siècle pour que la RDC soit de plein pied dans cette technologie? Non, parce que j'observe que nous sommes à une époque où les progrès sont exponentiels. Même si ça ne semble pas paraître, j'estime et je vois que la RDC se développe vite, en réalité. C'est vrai que la plupart d'entre nous, on regarde autour de nous, on se dit, mais non, le pays ne se développe pas. Mais en fait, si, il se développe. Notre intelligence humaine, on le voit, on voit comment le Congolais réfléchit, on se dit, il ne réfléchit pas comme avant. Et donc, il a les capacités, et ça ne prendra pas 100 ans, ça ne prendra même pas 10 ans, à mon avis, ça peut prendre moins, de pouvoir déjà atteindre un niveau, en utilisant l'IA aussi, entre autres, atteindre un niveau, on se dit, OK, maintenant, la RDC peut devenir une référence. Merci beaucoup à vous, M. Félix Gallo, pour votre disponibilité. J'aimerais rappeler que c'est une première, mais pas une dernière. On reviendra avec vous. Cette fois-là, ça sera face aux enseignants qui sont également impatients de vous poser 1001 questions. J'ai hâte également. J'espère que vous serez disposés à répondre à leurs préoccupations. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était donc votre émission Entretien. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir. Et à très vite.